Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Capital Humain 3.0. Alors Denis Gillon, bienvenue dans Capital Humain 3.0. Merci et bonjour à toi. Merci Johan de nous recevoir dans ton émission. Je suis ravi. Alors je vais faire les petites présentations, en tout cas pour introduire, parce que c'est les formules de politesse dans l'émission. J'aime bien faire un petit pitch pour vous présenter et après je vous donnerai la parole pour vous présenter, vous, de manière individuelle. Alors Denis, tu es souvent présenté comme un éclaireur des transformations du travail, un observateur lucide et inspirant des mutations sociales, culturelles et technologiques qui redessinent nos organisations. Gillon, de ton côté, tu accompagnes les dynamiques humaines du changement, là où se jouent les postures, les résistances et les prises de conscience qui font évoluer les collectifs. Alors tous les deux, vous partagez une conviction profonde: le travail doit redevenir un espace d'émancipation, de lien et d'énergie vivante. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que c'est une émission où il y a beaucoup de choses à dire, j'aimerais qu'on prenne un instant pour revenir à l'essentiel. C'est déjà que vous puissiez vous présenter individuellement et surtout que vous puissiez expliquer un petit peu le fil conducteur de votre parcours. Parce que si vous en êtes là aujourd'hui, tel que vous vous présentez, il y a une histoire, il y a un vécu. Donc j'aimerais chacun que vous puissiez succinctement présenter en fait ce fil conducteur. Qui veut commencer? Moi, j'aime bien quand c'est toi, Denis, qui commence. Ah. Ça me donne de l'élan, tu vois, ça me donne de l'énergie. J'y viendrai. Très bien. Eh ben, avec plaisir et merci pour cette question, Johan. Écoute, moi, voilà, ça fait plus de 25-30 ans que j'interviens dans le domaine du travail sous différentes formes. Et en fait, j'ai réalisé que le fil conducteur pour moi de ce thème qui m'est cher, c'est que le travail, c'est un peu un voyage initiatique et que c'est ce qui nous permet de nous transformer. Et moi, le travail m'a apporté énormément d'un point de vue personnel. C'est grâce au travail que j'ai pris confiance en moi, que j'ai pu interagir avec les autres, trouver ma place finalement. Et je dirais que c'est vraiment ça pour moi le fil rouge. C'est voilà, le fait que le travail m'ait permis de m'accomplir, de me réaliser, de mieux me connaître aussi et de progresser, donc de me transformer. Donc moi, je vois vraiment voilà, le travail comme un chemin, comme un parcours. Et d'ailleurs, pour faire juste une toute petite parenthèse étymologique, tu sais qu'en France, on dit toujours que le travail vient du mot latin tripalium, ce qui est un non-sens et une contre-vérité. Il vient plutôt d'un autre mot latin qui est trabulare. Et trabulare, ça veut dire voyage, déplacement, mouvement. Le mot en anglais travel, qui veut dire voyage, ressemble étrangement à la même sonorité que le mot travail. Et voilà, moi je vois le travail comme un voyage initiatique qui permet de se transformer et de devenir meilleur. C'est une belle poésie, c'est une belle introduction. Et toi, Gillon? Et moi, alors, pour me présenter, en fait, moi, c'est là où je rejoins Denis. Moi, j'ai un parcours un peu différent. Moi, j'ai changé 4 fois de secteur et 4 fois de métier. Alors, ce qui est assez peu courant. Et à chaque fois, ce qui a été au cœur de mes changements, donc de transformation, ça a été l'énergie. En fait, ça a été de pouvoir me poser, de me dire, au fait, qu'est-ce qui me pompe, qu'est-ce qui me porte? Et à partir du moment où j'ai répondu à cette question, elle peut s'inscrire soit dans l'univers dans lequel je suis, soit ailleurs. Et quand l'univers et les planètes sont alignés, c'est formidable. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a une mobilité interne qui se crée, il y a des évolutions. Et quand c'est pas possible, il y a l'énergie de OK, très bien, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je vais ailleurs. Dans mon fil et dans mon parcours, en fait, il y a vraiment cette notion de dire en fait, quels sont les ressorts et les moyens que j'ai pour rester là où je suis et quels sont les moyens et les ressorts que j'ai pour aller ailleurs. Et en fait, à chaque fois que j'ai changé, je me suis rapprochée au plus profond de moi-même sur des questions de type managérial,
de quoi j'aurais eu besoin pour rester, qu'est-ce qui m'a manqué, c'est quoi un management qui est toxique et qui ne l'est pas, ressources en régénérant, on aura l'occasion d'en reparler. Et en fait, au fil de l'eau, j'ai construit mon parcours qui m'a amené, en fait, il y a une quinzaine d'années, à me poser la question de devenir coach et formatrice en leadership et management pour pouvoir justement être au cœur des sujets d'interaction. En fait, en marge de ce métier, je suis aussi professeure de théâtre. Voilà, donc il y a eu un de mes métiers qui a été comédienne et qui m'a énormément servi aussi dans mes accompagnements pour pouvoir justement mettre du corps, de la présence et de l'écoute pour accompagner et remettre en mouvement des équipes qui en ont besoin de se remettre en mouvement, en action pour pouvoir effectivement se réaliser et allier bien-être et performance. Donc aujourd'hui, je dirais que moi, mon job, c'est vraiment de remettre en mouvement les équipes. Voilà, pour plus de bien-être et de performance. Alors, merci pour cette belle présentation à tous les deux. Et alors, pour aller dans la suite logique, ce qui nous unit aussi, et en préparant cette émission, c'est la notion de travailler ensemble aujourd'hui. C'est ce qui s'est le plus perdu selon vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire chacun l'un et l'autre sur cet aspect-là? Tu veux que je commence? En fait, travailler ensemble, moi, il y a 3 mots forts qui résonnent. Travailler ensemble, pour moi, c'est faire corps, déjà. Faire corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire se soutenir les uns les autres. Alors, pareil, on aura l'occasion d'en reparler, mais se soutenir les uns les autres, ça veut dire qu'il y a de l'entraide. Pour qu'il y ait de l'entraide, il faut qu'effectivement, on puisse se voir, se parler, respirer le même air pour pouvoir effectivement construire quelque chose ensemble. C'est la première chose. Après, là, ce qui m'est venu tout de suite quand tu m'as dit travailler ensemble, il y a cette notion aussi de se faire confiance. Faire confiance aussi, c'est un mot aussi qui est un peu galvaudé, donc ça sera l'occasion d'y revenir, mais faire confiance, c'est quoi? C'est d'abord, je comprends ce qui m'est demandé ou je comprends le système, j'adhère, ce qui serait la deuxième pierre, j'adhère, et puis la troisième, c'est je suis inspirée, donc je vais devenir créatif. Mais il faut vraiment ces 3 étapes-là, se faire confiance. Pour moi, c'est un des piliers du travailler ensemble et d'instaurer un cadre de confiance pour que ça puisse avoir lieu. Et puis, de manière individuelle, je dirais que c'est aussi se respecter. Là, je pense plutôt aux dirigeants, mais se respecter dans qui je suis en tant que dirigeant, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je porte et qu'est-ce que je confie au collectif. Voilà. Je m'arrête là parce que je voudrais que Denis aussi puisse dire aussi et que tu puisses intervenir, Johan. Denis, justement, est-ce que tu veux compléter? Oui, alors j'adhère complètement à ce qu'a dit Gilon, et moi je rajouterais juste une chose, c'est travailler ensemble, pour moi, c'est jouer collectif. Et c'est donc dépasser ses propres intérêts, ses propres perspectives pour avoir un but qui est commun, un but d'équipe ou un but d'entreprise. Et je pourrais utiliser 2 métaphores pour ça. On a tous en tête cette merveilleuse équipe du PSG en France, voilà, qui avait réussi à attirer les meilleurs joueurs de football du monde à coût de millions d'euros, mais ça c'est un autre sujet. Ça n'a pas fait la meilleure équipe du monde, parce qu'en fait, ça n'a été qu'une collection d'individualités qui ont chacun joué perso et n'ont pas joué collectif, et ça n'a pas bien marché. Un autre exemple, c'est le corps humain. Si on a un cerveau en bonne santé, si on a un foie qui marche très bien, un cœur qui bat au bon rythme, mais que ces organes ne travaillent pas entre eux, ne sont pas reliés, notre espérance de vie n'est pas très longue, c'est quelques minutes. Donc encore une fois, c'est ça, on peut avoir les meilleurs éléments, mais s'il n'y a pas ce lien, ce que disait aussi Gilles, hein, cette notion de faire corps, c'est le cas de le dire, de relier ensemble des individualités, on ne joue pas collectif, et c'est ça le plus dur, c'est d'arriver à trouver un but qui permet à chacun de se dépasser, quelque chose de plus grand, de plus haut que soi, et pour moi, c'est ce collectif. Alors, justement, pour aller un petit peu plus loin là-dedans, et rejoindre ce que tu dis, j'ai trouvé en préparant l'émission que tu dis souvent que le travail a perdu sa promesse d'émancipation, ce qui est un terme très très fort. Qu'est-ce qui, selon toi, a vidé le travail de son sens? C'est exactement ça, tu as la réponse dans ta question, c'est la promesse d'émancipation. Aujourd'hui, le travail ne paye plus, n'émancipe plus, ne libère plus, n'épanouit plus. Hein, on parle de stress, de burn-out, etc. Il ne rend plus joyeux, il ne dynamise plus.
Alors, je caricature un peu, on est d'accord, mais c'est quand même une réalité qui est observée. On a un tiers des Français aujourd'hui qui sont dans une situation près d'un burn-out professionnel. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont perdu le sens et je dirais même l'appétit pour le travail. Et notamment dans les jeunes générations, c'est que nos parents ont travaillé dur, mais ils savaient qu'au bout de 10 ans, ils allaient pouvoir s'acheter une voiture, au bout de 15 ans, peut-être s'acheter un logement, au bout de 20 ans, une résidence secondaire. Aujourd'hui, un jeune qui entre sur le marché du travail, il n'a aucune garantie que dans 10 ans, sa situation sera meilleure et qu'il aura, voilà, il aura économisé suffisamment pour pouvoir se réaliser. Donc tout ça remet en cause la centralité du travail dans nos vies. C'est pas que les gens ne veulent plus travailler, c'est qu'ils se disent bah, le travail finalement ne va pas m'apporter non seulement ce sentiment de liberté, mais cette capacité de m'émanciper et donc de grandir dans la vie. Donc voilà, je veux bien travailler, mais il n'y a pas que le travail dans la vie, et il y a aussi les amis, la famille, les loisirs, des causes que je veux défendre. Et ce qui fait voilà, qu'aujourd'hui, effectivement, le travail a perdu de son sens parce qu'il ne remplit plus cette promesse d'émancipation. Est-ce qu'on peut parler de crise du contrat psychologique, justement? Alors, entre l'entreprise et ses collaborateurs, même peut-être au-delà, je rajouterais peut-être de l'institution, de manière générale. Moi, je parlerais plutôt d'une crise de confiance. C'est clair Oui, qu'aujourd'hui, voilà, il y a plus de confiance parce que aussi cette jeune génération ont vu leurs parents, encore une fois, travailler dur pour une entreprise et puis à 50 ans de se faire licencier comme un malpropre parce que l'économie s'était retournée. Donc oui, il y a une crise de confiance et on le voit. Alors cette crise elle est d'autant plus grande, cette crise de confiance elle est d'autant plus grande que l'entreprise elle-même est grande, hein. On voit qu'aujourd'hui, il y a une attirance et une confiance qui est meilleure dans les petites et moyennes entreprises que dans les grandes structures bureaucratiques, peut-être aussi cotées en bourse où c'est le capitalisme financier qui l'emporte. Mais oui, il y a clairement aujourd'hui une relation à réétablir entre l'individu et l'entreprise, et on en parlera plus tard. Et c'est vraiment un sujet essentiel parce qu'aujourd'hui, l'entreprise reste un des derniers bastions du collectif dans notre société. et oui. Alors justement, Gilone, toi qui interviens justement aussi auprès des dirigeants et notamment dans la conduite du changement, qu'est-ce que tu observes en ce moment dans les organisations? En fait, moi, ce que je regarde, ce que je remarque, et je vais aller complètement dans le sens de ce que dit Denis, c'est qu'il y a vraiment il y a une grande tension. C'est comme il y a l'élastique relationnel, mais pas que relationnel, qui est en tension. Il y a le monde qui est on est dans une impermanence collective, tout le temps, en fait. Il y a une succession de changements permanents qui fait que, en même temps, ce que j'observe, c'est qu'il y a une envie, un désir de bouger, et en même temps, une peur de bouger. Et donc, dans les dirigeants que j'accompagne, en fait, ils sentent bien que l'ancien modèle très dans le contrôle, hiérarchisé, ça fonctionne. La compétitivité à outrance, ça fonctionne plus. Même on a vu aussi que le côté très entreprise libérée, etc., ça marchait pas non plus partout. Que le bien-être à outrance et l'individualisme, ça marchait pas non plus. Donc il y a toutes ces briques de tentation et d'expériences précédentes qui font qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'envie et de peur en même temps. Ce qui fait qu'effectivement, ce n'est pas toujours si simple que ça. Mais derrière ça, la bonne nouvelle, c'est que j'observe qu'il y a une grande fatigue du coup qui s'installe, parce que d'être en tension comme ça en Et permanence oui. entre l'envie de bouger et la peur de bouger, en fait, il y a quand même une fatigue, mais il y a une envie de coopérer et d'aller vers du vrai. Et moi, je suis appelée effectivement pour enlever ces peurs et passer et faire en sorte que l'envie dépasse la peur. Voilà. Et Est-ce d'enlever les freins pour pouvoir y aller. Donc, du coup, c'est ça que j'observe, c'est que malgré tout, malgré toutes ces tensions, parce qu'en fait, en général, quand je viens, c'est qu'il y a des tensions accumulées et qu'à ce moment-là, on se dit, bon, plus faire autrement, il faut y aller. Et au moment où il faut y aller, il y a quand même, du coup, à nouveau cette envie, puisque le fait de faire venir un tiers permet de faire bouger les lignes et de redessiner le système. Donc, voilà ce que j'observe, tout simplement. Alors, tu parlais de peur justement. Est-ce que tu as identifié ou de manière récurrente des peurs spécifiques qui sont liées à cette transformation humaine du travail? En fait, moi, j'en ai identifié plusieurs. La première, c'est de perdre le contrôle. Qui je suis en tant que dirigeant, si je perds le contrôle, si je n'ai pas le contrôle de ce qui se passe, c'est quoi mon utilité, c'est quoi le sens de mon travail, si je perds le contrôle. Après, la deuxième, ça va être la peur de la vulnérabilité.
bon, ok, il va falloir que j'admette que je n'ai pas les réponses à tout et que je ne porte pas tout le bagage sur moi. Je ne représente pas l'entité. C'est un collectif. Et donc, les vulnérabilités, ce n'est pas si simple que ça de lâcher et de pouvoir dire je ne sais pas, à tous les niveaux. Et en général, moi j'interviens au niveau de direction, mais aussi au niveau des managements de proximité, hein, qui est un peu entre le marteau et l'enclume. Et là, effectivement, j'observe que là, ils sont incapables de dire je ne sais pas. Donc, et plus haut non plus, on remonte et en fait, du coup, il y a cette difficulté à pouvoir s'appuyer sur le collectif. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Dernièrement, on est passé à l'heure d'hiver. Et j'ai fait un petit post avec un sondage avec Denis, on a fait un petit post. Et puis, on a posé 4 questions. En quoi, effectivement, ce changement d'heure physiologiquement entraîné dans le corps, et donc comment on pouvait s'adapter par rapport au travail. Personne, j'ai mis en 4e, il y avait adapter mon rythme, bouger plus, aller vers la lumière et s'appuyer sur le collectif. 7% ont répondu s'appuyer sur le collectif. Tout le reste ont répondu je m'adapte, j'essaye de faire un peu plus de sport, j'adapte mon rythme de travail. Personne ne dit je m'appuie sur le collectif. Donc c'est quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas en capacité de dire ok, aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je vais aller l'accuser chez les autres et puis demain, hop, c'est un cercle vertueux, on va voir comment tout ça résonne et ils vont pouvoir s'appuyer sur moi. Donc, ça, c'est la deuxième peur. La troisième peur, en fait, c'est la peur du changement de repère. Qu'est-ce qui va se passer? La peur de l'inconnu. Ok, on va changer, mais est-ce qu'on va vraiment obtenir ce qu'on veut? Et comment on va faire si ça ne marche pas aussi? Donc, il y a une double peine là. Hein. Donc, je vais vers l'inconnu, je saute, je plonge. Ok, je vais essayer de mettre des filets de sécurité, mais si ça ne marche pas, il se passe quoi? Qui je suis si ça ne marche pas? Voilà. Et puis il y a aussi cette notion de j'ai peur de l'inconnu et j'ai peur de dire et d'exprimer que j'ai peur de l'inconnu. Et bien sûr, la notion de vulnérabilité, tu as raison de l'évoquer, c'est important. Oui. Alors j'aimerais faire le lien avec toi, Denis. Comme tu te définis comme éclaireur des transformations, donc tu dois certainement avoir des petites idées sur des tendances qui émergent et qui t'inspirent malgré tout. Parce qu'il y a des notes positives dans cette période de tumulte, la crise, hein, le changement, hein, la crise. Qu'est-ce que tu vois émerger comme tendance positive dans cette transformation? Écoute, moi, ce que je vois et qui me rassure, c'est qu'on commence à s'intéresser de plus en plus au travail réel par rapport au travail prescrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que voilà, quand on est recruté, on a sa fiche de poste avec ses responsabilités, les tâches qu'on doit effectuer. On sait très bien que dans la réalité, hein, il y a un écart entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on fait réellement. D'abord, et ça c'est une bonne chose, parce que l'individu, parce qu'il a certaines compétences, il va plutôt développer une dimension de son job par rapport à un autre, mais aussi parce que la réalité fait que parfois le travail est empêché et qu'on n'a pas les moyens vraiment de réaliser son travail. Et ça peut être parce que voilà, on a des outils digitaux qui ne fonctionnent pas, parce qu'on a un manager qui n'est pas là pour nous soutenir, parce qu'on a trop de reporting à faire, parce qu'il y a des conflits d'objectifs au sein de l'équipe. Et donc, en fait, et ça change vraiment la nature de son travail. Et pour moi, c'est une des raisons qui explique la désillusion par rapport au travail aujourd'hui. C'est que voilà, les gens sont de bonne volonté, veulent bien faire leur travail, mais ils sont empêchés pour différentes raisons. Et je trouve que notamment les ressources humaines se sont beaucoup concentrées ces dernières années sur le management des hommes, ce qui est important, des hommes et des femmes, hein, évidemment, mais ne se sont pas occupés du management du travail, c'est-à-dire de l'organisation du travail, d'aller voir vraiment ce que les gens font et ce que les gens ne peuvent pas faire parce qu'ils sont empêchés, encore une fois, pour des raisons indépendantes de leur bonne volonté. Et j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une prise de conscience de ça en se disant que, voilà, c'est bien beau de parler du travail, mais quelle est l'expérience vécue de son travail? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait, hein, on nous dit, oh là là, nous, on est une entreprise tournée vers le client, super, très bien. Et puis, on se rend compte qu'il y a un nouveau logiciel qui a été mis en place, qui définit des process très stricts sur comment contacter un client, faire le reporting une fois qu'on a eu l'entretien avec le client, etc., qui n'a plus aucune liberté laissée à l'individu pour aller emmener le client déjeuner ou aller se balader en forêt pendant 1 heure. Et c'est sans doute là qu'il arrivera à faire signer un contrat. Voilà, donc c'est toutes ces
ce tiraillement entre des injonctions et une réalité qui ne correspond pas à ce qui est dit. Donc voilà, il faut essayer de réconcilier le dire et le faire et être en alignement. Donc pour moi, c'est vraiment, et c'est donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à cette notion de travail réel, ce qui est pour moi une très bonne chose. Et est-ce que, je vous la pose à toutes les deux, cette question, est-ce que vous pensez que la notion du travail perçu est suffisamment aussi prise en compte? Parce qu'il y a le prescrit, le réel, et c'est important que tu viennes le mentionner, mais est-ce que le travail perçu aussi, avec tous les filtres qu'on peut avoir quand on est un être humain, est-ce que c'est appréhendé suffisamment ou ça mérite d'aller un peu plus loin? Alors moi, de ce que j'observe, le travail perçu, il est aujourd'hui, et c'est pas pour rien que les chiffres sont quand même assez, j'ai pas envie de dire ce mot, mais un peu affolant quand même sur la santé mentale, et on l'évoque énormément, c'est qu'effectivement le travail perçu n'est pas reconnu. Donc il y a effectivement tous ces filtres entre ce qu'on attend de moi, ce que je fais, ce que je suis en capacité de faire, ce que l'organisation m'offre comme possibilité d'évolution, ce que je perçois de moi, de mon travail, les feedbacks que je n'ai pas. Hein, Denis, tu l'exprimais, un manager absent, un manager qui n'est pas présent, on aura l'occasion de reparler, mais ça manque du coup concrètement de colonne vertébrale à une équipe pour pouvoir lui permettre d'avancer individuellement et collectivement. Donc oui, non, oui et non, j'ai envie de dire que le travail perçu, moi je peux dire, je perçois mon travail comme ça, mais si j'ai aucun interlocuteur pour pouvoir discuter de la manière dont je perçois mon travail et avoir une résonance, un effet miroir en face, je vais rester avec ma charge. Et du coup, je vais mal le vivre parce que je ne pourrais pas partager la perception de mon travail. Eh oui, tout l'enjeu, c'est effectivement d'avoir cet espace, et j'invite moi dans mes accompagnements tous les dirigeants à avoir vraiment créer cet espace de dialogue, cultiver la présence. C'est pas, et avant toute transformation collective, moi je vois, alors ce que j'ai observé aussi, c'est que dans la conduite du changement, je me souviens quand j'ai démarré mon coaching il y a maintenant 14 ans, on parlait de 5 ans pour une transformation, une grosse transformation de l'organisation du travail, en passant par les mentalités, en passant par les relations au travail, etc. Donc 5 ans. Après, on est passé à 3 ans. Maintenant, c'est 1 an et demi. Mais 1 an et demi pour une transformation. Et donc, du coup, il y en a à peu près 93% qui échouent à cause du facteur humain. Et au bout d'1 an et demi, OK, il y a eu beaucoup de démissions. Finalement, on s'aperçoit que la transformation qu'on voulait, on n'a pas atteint nos objectifs parce que l'humain, on l'a complètement zappé. On a fait des process. On a refait du process pour avoir plus de proximité. Ben non, le process et proximité, on sait bien que ça ne marche pas ensemble. Donc, on peut effectivement améliorer la technique, mais il y a du et pas du ou, en fait. Il y a de l'espace à créer, donc du dialogue sincère et de cultiver la présence. Voilà, c'est pour moi les 3 axes. Et avant tout ça, c'est 1, qui je suis, je me reconnecte à moi-même. 2, je cultive la présence. Et 3, je crée des espaces de dialogue sincère. Et on parle de l'expérience vécue. Et d'ailleurs, merci de ta question tout à l'heure, Johan, c'est comment vous vous sentez? Avant même le préalable, avant l'enregistrement, tu nous as demandé à tous les comment ça va, qui va être mécanique, et où on va répondre, oui, ça va. Voilà. Mais comment te sens-tu? C'est déjà beaucoup plus intime comme question. J'aime bien la notion de travail perçu. Alors, moi, j'appelle ça plutôt le ressenti au travail, mais c'est la même chose. Et finalement, le travail, c'est comme la météo. Il y a la température affichée, puis il y a le ressenti. Pour peu qu'il y ait un peu de vent, tout de suite, le froid est d'autant plus perçant et piquant. Et c'est pareil dans le monde du travail. Et je crois aussi, moi, et c'est ce que j'entends, moi, je parle beaucoup à des dirigeants d'entreprise, notamment dans le cadre de l'Association Progrès du Management où je suis expert, c'est que ce ressenti, il n'est pas assez pris en compte, effectivement. On n'écoute pas assez les collaborateurs et surtout, je trouve qu'on ne les prend pas assez en considération. La reconnaissance, on parle beaucoup de reconnaissance de son travail, c'est important, mais je dirais c'est même au-delà de ça. C'est effectivement reconnaître quelqu'un a bien travaillé, on le félicite, on le remercie, etc. Mais c'est une prise de considération. C'est considérer les individus au travail dans leur singularité et en tant que collaborateurs. Et je pense que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans l'entreprise. Et ça rejoint ce que disait Gilon sur le côté déshumanisé de la relation de travail aujourd'hui. On est focalisé résultat, performance, efficacité et tout ça au détriment effectivement de la prise en compte du ressenti, du vécu, de l'expérience du collaborateur dans son job. Et ce qui rejoint ce que vous dites aussi, c'est moi ce que souvent j'encourage les dirigeants à exprimer leurs difficultés, parce qu'ils montrent l'exemple. Si le dirigeant il dit on traverse une crise, c'est difficile, oui, émotionnellement, ça m'impacte, j'ai des doutes, j'ai des questionnements.
Mais ça donne envie aussi aux collaborateurs de se dire, ah, mais si mon boss s'exprime sur sa vulnérabilité, je peux m'autoriser aussi à le faire. Mm. Et on est tous dans une société, en fait, où on nous a inculqué où il faut être fort, pas montrer ses émotions, surtout le dirigeant. Donc c'est bien qu'on puisse évoquer ce sujet parce que ceux qui nous écoutent, c'est aussi des dirigeants et même des DRH qui sont en difficulté aussi. Et il faut qu'ils aient envie d'exprimer leur vulnérabilité. Mm. Oui, et Oser dire, oser ouais, dire. oser dire, et c'est ce que disait Gilon aussi avant, c'est oser dire je ne sais pas. C'est Je ne ça. sais pas. Dans ce monde incertain, volatile, c'est très compliqué de se projeter 6 mois en avance. Donc simplement le dire, mais par contre ajouter, je ne sais pas, mais j'ai confiance en nous, en nos équipes, en notre entreprise. On va trouver voilà, la façon d'avancer. Je ne sais pas encore comment, mais j'ai confiance. Et c'est ça qui crée aussi de l'engagement et du collectif. Et pour ça, en fait, Denis et Johan, il y a Mhm. une chose qui me paraît essentielle, c'est de ralentir. Alors, c'est pas simple de ralentir, mais pour pouvoir permettre, ne serait-ce que de pouvoir élaborer cette fameuse confiance et se dire, et pouvoir dire, je ne sais pas, il faut effectivement, tu en parlais, Johan, tout à l'heure, que le contrat psychologique, la sécurité psychologique soit là. Intérieure d'abord avec le dirigeant, et puis qu'elle soit diffusée largement auprès de son collectif pour qu'effectivement il y ait cette zone où on puisse se poser, ralentir, s'observer, se regarder différemment et jauger. Ok, moi émotionnellement c'est compliqué pour moi et en face, dans l'équipe, est-ce qu'il y a ça ou pas? Est-ce que je l'observe? Ou est-ce que l'équipe me renvoie ça? Donc à chaque fois, ça nécessite quand même de prendre le temps. Et dans cette course effrénée des réseaux sociaux, des mails qui arrivent, de cette course, de cette accélération, de justement dont on parlait, toutes ces transformations, à quel moment je vais pouvoir être silencieux, me poser, regarder, observer, ressentir. Voilà. Et est-ce que c'est pas ça justement le fait de recréer dans les organisations des temps de repos physiologique et psychologique? Est-ce que c'est des choses que vous proposez dans les organisations justement, que vous avez pu Alors, mettre en place? moi j'en parle beaucoup dans le cadre du télétravail, hein, et on me demande aussi, mais alors c'est quoi la solution miracle pour le télétravail? Moi, je ne suis pas contre le télétravail, mais il y a deux conditions. Un, il doit être organisé en partant du collectif et pas de l'individuel, encore une fois. Or, c'est plutôt l'inverse qui a été fait. C'est aujourd'hui, je dis, ah ben non, moi j'ai cours de yoga le lundi après-midi, donc je ne peux pas venir au bureau. Le mercredi, ça ne va pas, j'ai mes enfants à la maison, je ne peux pas venir au bureau, etc. Donc, on n'a pas pensé l'organisation du télétravail de façon collective en se disant, c'est un bon outil, comment va-t-on s'en servir pour améliorer le collectif, pour travailler de façon plus efficace ensemble. Non, on est parti de chaque fois d'une somme d'exigences ou d'attentes individuelles. Donc, première chose, voilà, le collectif. Et le deuxième point que j'ai perdu tout de suite à l'instant, ce que je voulais dire, je ne sais plus. Donc, je C'est reviendrai pas grave, ça dessus. reviendra. C'était quoi ta question? Redis-moi. C'est que par rapport à ces temps de repos Ah oui, 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 physiologiques très et bien. Alors, psychologiques, est-ce que voilà. vous les proposez? Eh ben, c'était sur le télétravail. Le télétravail, c'est super. On est tous efficaces, hein. On est là, on arrive à l'heure pour la réunion, et puis 1 heure après, chacun repart de son côté. Il n'y a plus tous ces instants de respiration, effectivement. Ces instants où on va dire on ne travaille pas, je papote à la machine à café, je passe dans le bureau de mon collègue, et puis je m'assieds, et puis je lui raconte mon week-end. Ce sont des moments essentiels dans l'entreprise pour créer du lien, mettre de l'humain dans la relation de travail. Et ça a disparu et c'est une très mauvaise chose. Et puis, dernier point, pour revenir aussi sur ce que disait Gilone, sur voilà, ces temps de respiration, se poser. Alors, et je reviens à ta question sur les signaux faibles. Ce que l'on commence à constater, mais c'est très politiquement incorrect, c'est pour les entreprises de faire moins, d'arrêter de faire des choses. Et tu sais, il y a l'exemple en ce moment qui est très médiatique du patron de Nexan, là, qui a Ah, démissionné. Nexan a traversé une crise très grave, notamment pendant le Covid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient 17 000 clients et ils ont dit on va se recentrer sur nos 2000 clients les plus rentables. Donc, ils ont abandonné 15 000 clients en disant on va faire moins, mais on va faire mieux. Le moins mais mieux aujourd'hui, je trouve aussi, commence à percer, hein, le célèbre 3M, travailler moins mais mieux, faire moins mais mieux, arrêter de toujours vouloir faire plus, cette course à la performance, c'est de se dire on va faire moins de choses, mais on va mieux les faire tranquillement. Et a priori, ça va rendre les gens plus heureux au travail. Alors pour compléter ce que tu dis, merci Denis de cet exemple. Pour compléter ce que tu dis,
En fait, il y a vraiment. Alors, moi, dans les accompagnements que je fais, je suis essentiellement appelée en ce moment pour remettre de la fluidité dans les équipes, vraiment de mettre du fluide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je vais aller complètement dans ton sens, Johan, c'est de remettre effectivement un esprit tête, cœur, corps. Qu'est-ce que j'appelle un esprit tête, cœur, corps? C'est des moments de respiration, de pause, c'est pouvoir se dire, OK, là tout de suite, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que mon corps me dit de faire? Donc, ne serait-ce que ces 3 billes-là, une fois que je les ai intégrés en termes de gymnastique, ça crée de la respiration, ça crée de l'observation, ça crée de l'écoute active, pas juste j'entends ce qui m'est dit, ce qu'on me demande de faire, je fais, j'exécute, hop, et voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de travailler en mouvement avec le corps, avec la parole, avec la présence. Et pour revenir à ce que tu disais aussi, Denis, c'est vrai que de ritualiser. En fait. Donc là, dans les accompagnements, moi, j'apprends aux équipes à créer, à célébrer les petits pas, à créer des rituels, à créer des moments de pause ensemble, où on n'est pas juste dans le je délivre, je te rends, tu me donnes, je te donne. Voilà. Et d'être dans ce don gratuit. Et puis, alors, ça va vous amuser, mais quelque chose que j'aime bien faire, c'est de les réapprendre à se regarder dans les yeux. Combien de personnes j'ai dans des équipes d'accompagnement qui ne se regardent pas? En fait, pas se regarder, c'est totalement décentré. Eh oui. Voilà. Pourquoi? On dit que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Mais alors, pourquoi ne se regardons pas davantage? On aura plus d'authenticité, plus de sincérité, plus de liens, plus de proximité. Or, c'est ça que les organisations recherchent en ce moment. C'est la proximité, recréer du lien. Comment je fais pour travailler avec quelqu'un qui n'est pas moi? Et c'est ça, en fait, qui s'est perdu. En fait, il s'est perdu la capacité à avoir un lien qualitatif, à accepter que l'autre soit différent de moi et accepter la différence. Donc, moi, je peux tout à fait être en désaccord si il y a un pilier de confiance qui sait qu'il y a un respect mutuel et on est sur des idées, sur des arguments. On n'est pas sur la personne en entier que je vais accepter ou que je vais rejeter. Or, c'est ça qui se passe. Quand on désadministre, quand on ne se regarde plus, on a vite fait de faire un amalgame entre le comportement et la personne. Alors, tout ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Et moi, là, je mets en balance avec ce que je constate, c'est que souvent les managers me disent, tu sais, Johan, en fait, il y a plein de choses qu'on voudrait faire, mais en fait, on ne sait pas s'y prendre. On est un peu perdu, on a des injonctions de partout. Et en fait, j'ai plus envie de manager. Mais clairement, et c'est ce qu'ils me disent. Et en fait, moi, je vous pose la question, c'est comment on peut leur redonner envie, justement, de reprendre ce goût de l'humain, d'avoir envie de manager. Alors, vaste question parce que tu as raison, hein, c'est un constat qu'on voit dans toutes les études, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de cadres refusent d'être promus manager parce qu'ils disent, bon, c'est bien, je vais t'augmenter de 10%, mais en gros, je vais me récolter 50% d'emmerde, pardon pour le langage, en plus. Parce qu'effectivement, les salariés sont aussi devenus de plus en plus exigeants et difficiles dans leur relation de travail parce que, encore une fois, ils ont une attente assez grande sur le travail. Le travail reste important pour eux dans leur vie, mais en même temps, il ne faut pas que le travail soit trop pénible ou trop difficile. Et puis, il faut prendre en compte mon individualisme au travail, on y revient. Donc, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'être manager parce qu'on est pris en étau entre ces attentes des collaborateurs. Et puis alors, si on dit un mot de travers, le collaborateur se met en congé maladie. Si on a un geste déplacé, on se fait accuser de harcèlement, voire pire. Donc, c'est vrai que c'est très contraignant aujourd'hui d'être manager. Et sans parler de l'étau, donc la partie haute de l'étau, qui est effectivement la pression de la direction générale pour atteindre les résultats qui sont toujours, il faut toujours faire plus avec moins pour le coup. Donc c'est très compliqué. Alors, moi, je pense que déjà, il y a une politique de ressources humaines qui est à changer et qui est d'arrêter de nommer des gens managers parce que ça fait partie des parcours d'évolution de carrière. Tout le monde n'est pas fait pour être manager. Là aussi, je vois des signes plutôt positifs où des entreprises commencent à mettre en place un double parcours parallèle pour les collaborateurs, disant ah toi, je pense que tu pourrais faire un bon manager, tu as envie d'être manager, super. Toi, par contre, je vois que tu es un très bon expert, tu fais très bien ton job, mais soit tu n'as pas envie, ou soit je ne sens pas que tu vas être effectivement un manager bienveillant et exigeant. Donc voilà, on va faire un double parcours et le fait de rester expert ne va pas pénaliser la carrière de l'individu.
C'est juste une autre façon de progresser dans l'entreprise. Donc, ça peut être une solution pour éviter d'avoir des managers qui ne sont pas à la hauteur des attentes et de la pression, parce qu'une des critiques essentielles chez les managers, c'est la pression et la charge mentale de manager des gens. C'est clair. D'où le fait de les accompagner. Moi, ce que j'observe, ça y est, on recommence à être un petit peu au moment où il y a une prise de poste. Mais il y a encore quelques années, moi, ce que j'observais, c'est que j'avais des managers de proximité qui arrivaient en accompagnement individuel alors qu'ils étaient déjà en poste depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, quasiment, donc voilà, ça faisait 2 ans qu'ils attendaient leur coaching individuel. Donc, on ne peut plus parler de prise de poste au bout de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils en souffrent, ils sont fatigués, ils sont en surcharge. Donc là, c'est presque un coup d'épée dans l'eau. Alors oui, on va mettre en place des choses et puis on va retrouver de la respiration et puis il y a un cadre de confiance, il y a une légitimité qui va venir progressivement s'installer et puis on va pouvoir s'en sortir. Ce que j'observe maintenant pour aller dans votre sens, c'est que maintenant on n'est plus à 1 an et demi, on va être à quelques mois ou au début. Donc du coup, c'est vrai qu'on progresse. Accompagner un manager dans une prise de poste, même s'il l'a voulu, c'est important. Parce que c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est l'inconnu. C'est comment je fais. J'ai encore cette image de je dois être fort, je dois tout savoir, je dois être un manager fort, je dois être présent et en même temps, je dois lâcher ma casquette d'expert. Waouh, ça fait beaucoup. Il y a des choses que j'aimais bien dans ma casquette d'expert. Donc, c'est quoi les choses que je vais garder? C'est quoi les choses que je vais mettre de côté? Et comment je vais trouver moi aussi du sens dans le fait de manager et que ça ne soit pas juste de la planification, de l'organisation, des congés maladie, des plaintes. Donc, il y a tout ça. Donc, qui je suis en tant que manager. Donc, c'est d'abord travailler sur qui je veux être. J'ai accepté le job. Donc, qui je veux être en tant que manager et comment je vais m'épanouir dans cette fonction-là. Comment je vais créer les conditions pour m'épanouir et que mon équipe s'épanouisse. Et ça, c'est un travail qui difficilement peut se faire tout seul. Donc, d'où le fait qu'effectivement, il y ait des accompagnements de prise de poste. Donc, voilà, pour répondre à ta question, oui, Johan, de redonner envie d'être manager, c'est se sentir accompagné dans cette prise de fonction qui est quand même, qui va au-delà et qui nécessite de faire un pas en avant et d'être vraiment capé pour comprendre les enjeux individuels et collectifs de l'équipe. En vous écoutant, je me dis, est-ce que ça vaudrait, c'est une idée, je réfléchis en même temps que vous, est-ce que ça pourrait être pertinent d'internaliser justement cette fonction de coaching pour venir en appui depuis l'intégration d'un nouveau salarié, mais à travers toute l'expérience en fait du collaborateur finalement d'une vie et à tout niveau. Est-ce que et pour transformer justement une prise de conscience en fait du rôle du manager finalement, qui se transforme peut-être plus en coach même de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça devrait être le rôle et la fonction d'une fonction RH efficace. Tu vois, ça devrait accompagner justement les individus dans leur prise de poste. Parce qu'encore une fois, pour répondre à ta question, c'est pas que les gens ne veulent plus manager. C'est qu'ils ne veulent plus manager comme avant ou comme eux-mêmes ont été managés. Et ça veut dire quoi? Ils ont vu leur manager ne pas être en position de pouvoir prendre des vraies décisions, d'avoir les moyens d'exercer son métier. Comme le disait Gilon, on nous nomme manager, mais tu comprends, je te laisse sur ton expertise parce que tu es quand même très bon dans ce que tu fais. Donc, si je te nomme manager à 100%, je vais perdre de la performance dans mon entreprise. Donc, le pauvre gars se retrouve promu manager, mais il a en fait un deuxième job parce que manager, ça prend du temps, ça demande du temps. Donc, c'est ça aussi. C'est pas que les gens ne veulent pas manager, c'est qu'ils veulent devenir manager dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, malheureusement, souvent, comme dit Gilon, ils n'ont pas été formés, préparés à cela. Et puis, dans la fonction, mais ils n'ont pas les moyens d'exercer cette fonction telle qu'ils le voudraient, avoir un impact, pouvoir prendre des décisions, être responsable de son budget, s'organiser comme ils veulent, mettre en place des systèmes de fonctionnement peut-être différents de ce que fait l'équipe voisine, mais parce que ça marche. Alors, c'est en train de changer. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, justement, quand les organisations se lancent dans un accompagnement, il y a toutes ces fonctions, ces missions qui sont redessinées. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est de redonner le pouvoir de décider, d'oser décider, d'être parfois jugé ou accepter un regard critique sur ce qui est mis en place. Tu parlais de l'équipe voisine. Oui, effectivement, dans mon équipe, dans mon équipe, je reviens sur le télétravail par exemple, dans mon équipe, je décide qu'effectivement, pour qu'on puisse être bien ensemble et travailler, être efficace, c'est 2 jours de télétravail et pas plus, par exemple. Donc, il y a cette liberté, cette autonomie et cette conscience de la maturité
qu'on est en droit d'attente de l'équipe, ou en tout cas de les faire grandir. Tu parlais de coach en interne et tu parlais de la casquette de manager. Pour moi, il y a 3 grandes casquettes quand je suis manager aujourd'hui. Je suis coach pour faire grandir effectivement mon équipe. Je suis là pour les faire évoluer, à condition qu'ils en aient envie, bien sûr. Je suis là aussi pour décider. Donc voilà, donc faites-moi confiance que voilà, quand le bateau brûle, il faut que je sois là pour tenir le cap. Et puis, je suis là aussi pour piloter. Donc oui, donc dans le pilotage, il faut aussi un peu d'aide, puisque si le pilotage devient un casse-tête chinois de congés maladie, de vacances, etc., et que c'est que ça, effectivement, on annule complètement le reste, qui est, ben voilà, qu'est-ce qu'on va construire ensemble. Et j'ai aussi besoin d'avoir une vision, et une adhésion d'une vision commune. Et c'est ça aussi qui manque, hein. C'est-à-dire que le manque de repères, ça passe aussi par une vision. C'est quoi en fait, comment je m'inscris? C'est quoi le système? C'est quoi la culture managériale dans laquelle je m'inscris? Donc pour revenir à ta question, oui, coach interne, oui, il y a pas mal d'organisations qui ont déjà mis en place des parcours managériaux de manière collective et des coachs internes. Maintenant, ce que j'entends, et pour moi, c'est 2 choses différentes. C'est super qu'il y ait des coachs en interne. Maintenant, l'avantage d'un coach externe, là je vais prêcher un peu ma paroisse, c'est qu'on va pouvoir prendre il y a une distance par rapport au système dans lequel, voilà. Et donc moi j'utilise beaucoup aussi, je fais aussi beaucoup parler en individuel et en collectif, le système, la systémie. Quand il y a un pion qui bouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tout le système bouge. Donc quand je suis coach interne, dans quelle mesure j'ai ce regard distancié par rapport au système? Voilà. Et du coup, ça crée parfois des biais et des distorsions dans l'accompagnement. Et moi, j'entends des gens qui viennent me voir en me disant, bah oui, j'ai été coach en interne. Je dis, bon, ok, alors il en est ressorti quoi? Bah, j'étais pas complètement en confiance. Ou j'ai évolué, oui, j'ai appris des choses de manière très opérationnelle, ça m'a aidé. Et en même temps, il manque d'autres billes. Et donc, d'où le fait que ce sont deux fonctions complémentaires. Coach interne et externe, à mon avis, on n'est pas sur le même terrain. On n'est pas sur Tout les à mêmes fait. types de transformation. Voilà. Alors, j'aimerais vous faire rebondir et aller un petit peu plus loin dans le champ du subtil. Et en préparant l'émission, je trouvais une notion qui est très intéressante que vous abordez. C'est la notion d'énergie au travail. Et notamment, je fais référence aussi à ton livre, Denis, 50 conseils pour retrouver l'énergie au travail. J'aimerais Alors, vous... notre livre, hein, on Notre l'a livre, écrit, on l'a Votre livre, on pardon. coécrit. l'a écrit tous On les l'a deux. Hein. coécrit tous les Ouais. deux. Oui, Hein. C'est vraiment un c'est livre à vrai. 4 mains, Johan. C'est un livre à 4 mains, autant pour Ouais. moi. Et j'aimerais justement vous entendre sur cette notion-là et en quoi ça peut être intéressant dans le domaine de l'organisation et même de la dimension managériale. Qui veut commencer? Johan, Alors, vas-y, parce que tu es co-auteur de ce livre. Oui. en quoi, alors, si j'ai bien compris ta question, Johan, en quoi l'énergie au travail, est-ce que tu peux juste me répéter la question, s'il Oui. te plaît? En quoi la notion d'énergie au travail, ça peut être quelque chose d'important et d'intéressant dans les organisations et aussi, pour aller un petit peu plus loin, dans la notion de management. Ah bah je dirais que c'est fondamental. L'énergie, en fait, c'est la force en action. Donc, en fait, je vais le dire en creux, s'il n'y a pas d'énergie, bah, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de performance. Donc, je dirais que l'énergie au travail, elle est plus qu'essentielle. Maintenant, elle a complètement été mise de côté pendant des années, d'où le fait qu'effectivement, on est arrivé un peu à la limite du travail forcené, entre guillemets, de je dois produire, je dois produire, je dois produire. D'où l'explosion des burn-out. Ok, ça, on en a déjà parlé. Bah, en fait, si je fais le parallèle avec le sport, bah, est-ce qu'on demande à un sportif d'être performant tout le temps? Donc ça, déjà, c'est stop. La notion d'énergie, elle parle de nos cycles, on parle de saisonnalité. Il y a une saison où effectivement, là, on arrive dans l'hiver, on est dans l'automne, les feuilles tombent, donc c'est accepté qu'il y a des choses qui sont terminées. Il y a des choses qui sont plus utiles à l'organisation, il y a des choses qui sont plus utiles, qui ne me servent pas ou qui viennent polluer mon énergie. Et accepter qu'effectivement, il y a un renouveau. En fait, c'est un cycle. Et la performance, c'est pareil. Un sportif, il y a 4 étapes. Il y a la première étape, je m'entraîne. Donc, j'échoue. J'échoue, je teste, j'échoue, etc. Je suis là pour m'entraîner. Donc, plus j'échoue, on va dire que c'est le moment où j'arrive dans une organisation, je m'étonne. Le rapport d'étonnement où là, tout est permis. Je vais regarder, je vais me tromper, je vais poser des questions. Il y a des systèmes où ça marche, puis des systèmes où je dois faire mes preuves, ou alors surtout, effectivement, je dis rien. Et puis, j'empile pour faire mes preuves. Ça, c'est la deuxième étape, c'est je délivre. Maintenant que je suis prêt, j'ai abordé le système, je délivre et je fais ma course. Si je suis champion de ski, je fais ma course et hop, j'ai délivré. Puis après, il y a un troisième temps qu'on oublie aussi dans les organisations qui, là, va constituer aussi le fait de me rebooster en énergie, c'est que je vais débriefer. Je vais avoir un feedback de ma course. Je la revisionne, ma course.
Donc, pourquoi est-ce que je ne revisionne pas le projet qui a été terminé, ou en tout cas l'étape qui a été franchie, ou la compétence que j'ai acquise ou renforcée? Je n'ai pas de feedback. Donc, je n'ai pas d'énergie. Pour rebooster mon énergie, il va falloir qu'il y ait un temps de débrief. Et puis, il y a un 4e temps que j'ai raté ou que j'ai réussi certaines étapes, c'est d'aller célébrer. La célébration, le collectif, c'est aussi se serrer les coudes et dire bah, ok, on n'a pas complètement réussi, on n'est pas allé complètement à l'objectif, mais il y a quand même ça qui a fonctionné. Ça, on le garde. Et oui, on oublie dans cette impermanence de cette course au changement que dans un changement, pour une transformation, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait quelque chose de fixe et quelque chose qui bouge. Tu parlais notamment tout à l'heure, Denis, du corps. Dans notre corps, c'est une parfaite homéostasie. Ben, pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est un équilibre parfait entre des cellules qui meurent et des cellules qui naissent. Et donc, dans un changement, il y a ce qui doit rester et ce qui va évoluer. Voilà ce que je voulais partager. Pour l'énergie, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment au cœur du sujet des organisations aujourd'hui. Sans énergie, il n'y a pas de possibilité d'être performant et de s'épanouir aussi au travail. Donc, voilà. Et ce sujet, on l'a vraiment travaillé tous les deux avec Gilonne et avec notre éditeur aussi, Erol, pour ne pas le citer, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le travail est devenu de plus en plus énergivore. Il nous consomme de l'énergie de plus en plus. Et c'est lié aux conditions de travail, où on a une accélération des rythmes de travail, on a une intensification du contenu du travail. Ça, je trouve qu'on ne le mentionne pas suffisamment. Et le tout dans un cadre où notre ligne de travail s'est fragmentée. On est dérangé toutes les 5 minutes, on ne peut plus se concentrer pendant 1 heure ou 2 pour rédiger une note ou préparer un discours. Et donc tout ça fait que voilà, le travail devient effectivement de plus en plus fatigant, voire épuisant. Et encore une fois, on a cité les chiffres de situation de burn-out en France. Et puis alors, se rajoute à ce merveilleux gâteau millefeuille encore une couche qui est voilà, l'individualisme au travail aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans le culte de la performance individuelle, donc on se met soi-même une pression énorme sur les épaules, il faut réussir, je dois tout faire tout seul. Hein, voilà, je ne m'appuie pas sur le collectif quand je suis fatigué. Mais donc, ça veut dire qu'on en prend d'autant plus, encore une fois, plus de poids sur nos épaules, et qu'à un moment, le collectif ne joue plus son rôle de protecteur et de garant et de sécurité. Et donc, effectivement, c'est l'individu tout seul qui se retrouve face à son problème et ça crée aussi une charge mentale et une consommation d'énergie très importante. Donc voilà, et c'est pour ça qu'avec Gilles, on s'est dit, voilà, ça c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de livres sur l'énergie dans le cadre de développement personnel, donc individuel. Et on n'a pas trouvé de livre qui traitait ce thème dans le cadre du travail. Donc, c'est pour ça qu'on a publié ce livre. Et c'est vraiment un livre pratico-pratique avec 50 conseils vraiment pour aider les gens à retrouver de l'énergie au travail ou parfois, c'est plus rare quand ils ont trop d'énergie à gérer les pics d'énergie. Ça Mais arrive, ça peut arriver. Hein, mais c'est plutôt quand même pour des gens qui sont un peu essoufflés, fatigués au travail et qui veulent retrouver de l'énergie. Un capital précieux. Oui, et alors pour compléter ce que tu disais, en fait, on a tourné ça effectivement avec ce fameux cycle de l'énergie. L'idée, c'était d'aller d'abord voir au niveau de l'individu, justement, ce diagnostic important sur qu'est-ce qui me pompe, qu'est-ce qui me porte, en prenant toutes les dimensions de l'individu. Et puis après, d'aller voir comment je puise mon énergie, comment je la produis, comment je vais l'alimenter, comment je vais la conserver, et puis comment je vais la diffuser aussi. Et donc, en fait, cette dernière étape qui est de diffuser son énergie, on n'y pense pas forcément, en fait, du rôle qu'individuellement, on a à jouer dans un collectif qui fonctionne. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de moi si je suis fatiguée aujourd'hui ou si je ne dis pas un mot au travail? Ça dit que ça envoie des signaux. Qu'est-ce que ça dit de moi si j'arrive en ayant de la joie, du sourire, de l'envie? Ça dit autre chose en termes de coopération. Et donc, du coup, c'était aussi l'idée de dire, moi, je me souviens quand j'ai démarré le coaching, une des premières surprises dans l'organisation, j'ai quand même travaillé dans des entreprises avant, et en fait, les gens n'expriment pas leurs émotions du tout. D'abord, on ne l'a pas appris à l'école. Donc, comment voulez-vous que dans les organisations, on s'autorise à parler des émotions? Or, on a une tête, on est payé pour réfléchir, on est payé pour agir, on n'est pas payé pour avoir des émotions. Or, si on s'arrête 2 minutes, elles sont là.
qu'est-ce qu'on en fait, comment on les écoute. Voilà. Donc il y a aussi cette dimension dans les livres qui est à cheval, je dirais, entre l'efficacité professionnelle et le développement personnel, parce que ça touche aussi l'individu. C'est vraiment des questions et des exercices pratico-pratiques qu'on peut se poser tous les jours, de dire, OK, là, qu'est-ce que je ressens? Et donc, du coup, nommer aussi les choses. C'était l'idée de pouvoir nommer et dire ce que je ressens. Encore une fois, dans quelle famille d'émotions je me trouve, là, tout de suite. Alors, tu sais, c'est très intéressant, Gilone, parce que tu fais une transition toute trouvée. De plus en plus, on parle d'IA. Alors, la Oui, machine, elle n'a pas des émotions, non, justement. non. Est-ce que vous pouvez, j'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux sur cette montée en puissance de l'IA et surtout quelle est la place, la valeur ajoutée intrinsèque finalement de l'être humain face à cette montée en puissance de l'IA, au regard de tout ce qu'on s'est dit. Alors moi, j'ai un discours très un peu contraire à ce qu'on entend en ce moment en disant mais l'IA va d'abord va remplacer des emplois, donc ça va détruire des emplois, et puis ça va voilà, ça va en fait réduire la partie humaine au travail. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, l'IA va réhumaniser le travail parce qu'effectivement l'intelligence artificielle va prendre en charge toutes ces tâches routinières, ennuyantes, pas forcément les plus intéressantes. Et je la vois plutôt comme une intelligence augmentée qu'une intelligence artificielle, et qu'elle va permettre à l'être humain de se débarrasser des tâches contraignantes, faire des résumés de réunions ou des résumés de documents, des comptes rendus, etc. Et donc va lui permettre de se reconcentrer vraiment sur la valeur ajoutée et la différence de l'humain au travail, la créativité, la relation aux autres, l'empathie, etc. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur le développement de l'IA par rapport à la place de l'humain dans le travail. Mais comme toujours, hein, et dès qu'il y a des innovations technologiques, il y a des discours alarmistes, Eh oui. c'est la fin du travail. Ça fait 2000 ans qu'on annonce la fin du travail. Il n'y a jamais eu autant de monde au travail sur cette planète qu'au moment où on parle. Donc voilà, le progrès technologique fait toujours peur. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'encadrer, le réglementer, adopter des chartes éthiques sur une bonne utilisation de l'IA, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec la technologie. Mais globalement, moi, j'ai une vision positive de l'IA dans le monde du travail. Alors moi, je vais être un tout petit peu en demi-teinte par rapport à ce que tu dis, parce que moi, j'observe quand même dans les organisations que effectivement, il y a beaucoup de peur et de freins par rapport à l'IA. Et il y a aussi quand même, du coup, une utilisation de l'IA. Alors récemment, on m'a posé la question, on me dit, ah, tu comprends, j'ai vu son mail et j'ai tout de suite vu que c'était l'intelligence artificielle qui m'a répondu et que ce n'était pas un humain. Et vraiment, ça m'a choqué. Donc, ça peut aussi créer des tensions quand, par exemple, vite fait, bien fait, j'ai déjà pas beaucoup de contacts. Si dans mes mails, en fait, je prends même pas la peine de les rédiger et que je mets versus l'intelligence artificielle et que ça sonne homogénéité de pensée, pour moi, je mettrais quand même un bémol C'est vrai. sur l'harmonisation de la pensée unique, en fait. Donc, c'est ça. À condition que ça soit extrêmement encadré, mais c'est comme un cadre de confiance que je vais poser dans mon collectif en tant que manager, et ben, je pourrais poser dans un cadre, merci d'envoyer un mail qui vienne de vous. Je n'ai pas besoin d'avoir un résumé de 150 pages. Je préfère que vous mettiez, voilà, que vous preniez un petit peu plus de temps pour me répondre, mais en étant vous-même et pas et non pas augmenter de l'intelligence artificielle ou diminuer de l'intelligence artificielle suivant le regard qu'on va porter dessus. Donc, je mettrai quand même ça en balance sur oui, à condition que ça soit sacrément encadré. Voilà. Voilà, Et si tu on vois, fait un moi, je bon trouve qu'il y a usage, on toujours, est d'accord. Ouais. il y a toujours, par rapport à une menace, des opportunités. Tu C'est parles du ça. mail, et c'est vrai que de plus en plus, moi, je vois des collaborateurs qui s'expriment sur leur état émotionnel par mail. Du coup, en fait, pour s'affranchir d'éventuellement une réponse de l'IA, rien ne vaut en fait d'aller avoir un cadre sécurisé. On peut s'exprimer, échanger et revenir à des relations en fait d'humain à humain en fait quelque part. Complètement. Mm. Et puis effectivement, le mail à outrance, on a vu aussi que ça crée beaucoup de tensions. Et oui. Il y a beaucoup de cas où j'ai plus vite fait d'aller voir l'autre, plutôt que de lui envoyer un mail qui n'est pas forcément toujours bien reçu. Alors comme on avance dans l'émission, j'aimerais voilà, arriver vers la conclusion parce qu'on a déjà amené beaucoup de matière qui est très riche. J'aimerais justement que chacun vous puissiez vous exprimer sur en gros comment on peut redonner du souffle au collectif. D'avoir envie de se relier, de s'épanouir et donner de l'inspiration. Comment on peut donner cette dynamique, selon vous, pour les auditeurs qui nous écoutent?
Moi, je crois que l'important, encore une fois, l'idée, c'est de réconcilier le collectif et l'individu, ce qui peut être un oxymore, hein, une contradiction, mais je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de réconcilier les deux, donc recréer du collectif sans nier l'individu. Mais pour ça, il y a une condition de départ, c'est de partir du collectif. Et encore une fois, je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs ou qu'on a pris le problème par le mauvais bout de la lorgnette. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde, une société très individualiste. Cet individualisme a impacté le monde du travail, hein. Comme toute tendance sociologique, le monde du travail n'est pas épargné. Il n'y a aucune raison que les transformations de la société s'arrêtent sur le seuil de la porte de l'entreprise. Donc oui, l'individualisme aujourd'hui est prégnant dans le monde de l'entreprise. Et on lui a sans doute donné un peu trop d'importance ou trop de place. On le voit en termes de politique de rémunération aujourd'hui, hein, les rémunérations sont individualisées, les évaluations de la performance, ça se fait à travers des entretiens annuels d'évaluation. Donc on est vraiment dans l'individuel. Et je pense que les entreprises sont en partie responsables, voilà, de cet individualisme poussé trop loin. Donc recréer du collectif, repartir du collectif. Et après, éventuellement, mettre en place des solutions qui peuvent s'adapter en fonction des équipes. On l'a dit, on a besoin de flexibilité, ou voire des individus. Mais ne pas oublier qu'il y a d'abord l'intérêt général et que le rôle de chaque individu, c'est certes de travailler, de s'accomplir dans son travail, mais de travailler pour l'intérêt général de l'entreprise ou la mission de l'entreprise. Donc voilà, une des solutions pour moi, c'est de repartir du collectif pour après regarder ce qu'on peut individualiser, mais pas dans l'autre sens. Parce qu'une fois que vous avez individualisé, c'est très difficile de remettre du collectif. Oui, moi, ce qui me vient quand tu dis ça, Denis, et ça revient à ce que tu évoquais ton parcours tout à l'heure, c'est quoi la place de l'individu dans le collectif? Tant que je n'ai pas réussi à répondre à cette question et que je ne l'ai pas partagée avec une vision commune qui fait que je vais pouvoir adhérer, c'est compliqué. Donc, le début, je dirais, en fait, d'abord, j'ai une idée de ma place dans le collectif. Après, du coup, je vais la partager. Donc, je vais arriver au nous. Et après, au nous, hop, je vais avoir à nouveau une idée pour le collectif. Et pour moi, bien sûr, mais une idée qui m'appartient parce que j'ai bien défini ma place au sein du collectif. Donc, il y a vraiment cette dimension, c'est quoi ma place dans le collectif? Ça, c'est la première chose. Après, tu disais comment redonner du vivant. On l'a dit depuis tout à l'heure, et pour moi, il y a vraiment cette dimension de faire autre chose que travailler ensemble. Alors, faire autre chose que travailler ensemble, ça veut dire créer des espaces de respiration et de dialogue profond. Pour moi, c'est la condition sine qua non parce que ça va aider à remettre les idées en place, c'est-à-dire déjà aider à faire en sorte que comment je vis mon travail, comment je ressens mon travail, qu'est-ce qui me préoccupe et qui m'occupe l'esprit, comment je le perçois. Tu parlais, Johan, de comment je perçois mon travail. Si collectivement, on arrive dans une pièce et à travers le mouvement, le corps, le regard, le silence et l'écoute vraiment dans le silence et dans la parole, on arrive déjà à produire quelque chose ensemble qui va au-delà de juste ma fonction, mon travail. Mais je partage autre chose, une expérience vécue ensemble. Alors, ça peut être par la danse, ça peut être par le mouvement. Moi, j'aime bien cette danse des 4 rythmes où une équipe arrive et puis je vais mettre de la musique et d'abord un rythme lent. Et en fait, ça permet à chaque individu de voir, OK, est-ce que je me suis plus sur un rythme lent? Après, on va accélérer un peu la musique, un deuxième rythme, un troisième, un quatrième rythme. Et après, progressivement, en fait, il va avoir un rythme collectif. Et comment je définis une équipe? C'est quoi la couleur de l'équipe? Si c'était une personne, elle serait comment? Et donc, du coup, ça permet aussi de s'identifier progressivement à un collectif, mais à travers l'imaginaire, à travers le mouvement, à travers la parole, à travers des exercices de théâtre aussi et d'improvisation que je fais, ça permet d'ouvrir complètement le sas vers de la créativité. Et si je vous le sas vers la créativité, alors l'équipe, elle prend forme. On a une expérience vécue ensemble de travailler sur un collectif qui fonctionne et qui nous ressemble. Voilà. Je suis content que tu mentionnes les arts, Gilone, parce que moi, pour les avoir expérimentés, je suis très amateur des arts de manière générale. Et ça vient chercher en nous, en fait, on sort du côté analytique aussi, et on vient chercher une connexion intérieure. Et dans ces temps de repos, de mobilisation intérieure, c'est super précieux. Et tu vois, je suis content que tu le mentionnes, parce que on ne le soupçonne pas.
Et pourtant, il y a des effets qui sont super, c'est spectaculaire, hein. Donc, C'est vraiment spectaculaire et tu parlais de, on en a pas, on l'a évoqué, la légitimité du manager. Moi, c'est vraiment quelque chose qui revient. Ben, je me sens légitime en tant que manager ou je me sens légitime en tant que collaborateur dans une équipe parce que j'ai éprouvé qu'est-ce que c'est que la présence, qu'est-ce que c'est que l'écoute et qu'est-ce que c'est que l'imagination. Or, c'est vraiment 3 piliers dont on parle jamais c'est vrai. en organisation. Donc, le travailler de cette manière-là à travers les arts permet d'ouvrir complètement d'autres dimensions. Et puis, cette fameuse recherche de proximité, j'ai partagé autre chose avec mon collaborateur et mon équipe qui me permet de dire « Ah, ok, je n'avais pas du tout vu ça comme ça. Oh, » L'image que je renvoie, il y a un autre exercice que j'aime bien aussi, c'est de fermer les yeux et de regarder l'autre comme si je ne le connaissais pas. Et qu'est-ce que je ressens rien que dans son enveloppe physique? Parce que qu'est-ce qui fait que je suis reliée au monde? C'est le corps. Or, le corps, on l'oublie dans les organisations. Le corps n'est pas du tout présent dans les organisations. Si, alors de temps en temps, il y a des baby-foot, il y a des salles de sport, il y a du yoga. Bon, mais sinon, de manière générale, le corps, on ne nous a pas dit qu'il fallait qu'on y pense dans la journée. On le récupérera le soir. Donc, du coup, ces espaces-là où on peut effectivement jouer avec son corps et puis regarder l'autre en disant « Ok, qu'est-ce que je ressens quand je suis face à cette personne ?» Je le vois et j'ai encore eu le cas dernièrement. Ça va susciter des rires, ça peut susciter des larmes, il y a des émotions qui viennent. On n'a jamais entendu quand vous dites à quelqu'un bah oui, il y a une force qui se dégage en toi, de la douceur, etc. Et ça pourrait te servir. Ah oui, d'accord, ah oui, mais j'avais jamais pensé à ça. Voilà. Qu'est-ce que tu peux apporter dans l'équipe? De la lenteur, de la douceur. Mais c'est formidable pour quelqu'un qui pense qu'il est complètement à la traîne et qu'il n'arrive pas à délivrer et qu'il est tout le temps. C'est formidable d'entendre ça. Complètement. Ouais, et je rebondirais sur la proximité du manager et du leader. Moi j'aime, quand j'ai mes chefs d'entreprise là en face de moi, j'aime bien leur parler du leadership par les pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je leur dis, allez sur le terrain, allez voir vos collaborateurs, allez passer du temps avec eux. Parce que, encore une fois, c'est comme ça que vous allez comprendre la différence entre travail prescrit et travail réel, voir vraiment ce qu'ils font au quotidien. Et puis, vous allez passer du temps avec eux, il ne va rien se passer. Mais c'est dans ces interstices entre le travail productif que va se créer une relation, que vous allez comprendre qu'ils vont vous dire des choses parce que naturellement, ce sera dans un cadre plus détendu. Et c'est là que vous allez en apprendre de plus. Donc, vraiment, le leadership par les pieds, c'est essentiel. Et puis pour revenir à ta question sur le collectif, qu'est-ce qui fait collectif aussi? Je pense qu'au fond de chacun de nous, on est conscient qu'on veut travailler pour quelque chose qui nous fasse grandir, qui soit même plus grand que nous. Et vous connaissez la parabole du tailleur de pierre, hein, c'est quelqu'un qui voit un tailleur de pierre qui taille une pierre, il lui demande ce qu'il fait, il dit bah, oui, je taille une pierre. Et puis il va en voir un autre, et puis lui, il lui dit bah, je construis un mur. Le troisième, pareil, il va avoir 3 heures de pierre, et le troisième lui dit bah, moi, je construis une cathédrale. Et il va voir enfin un dernier tailleur de pierre, et le tailleur de pierre lui dit bah, moi, je travaille pour la gloire de Dieu. Voilà, donc c'est ça, c'est quelque chose qui dépasse le simple geste manuel ou qu'on peut faire la tâche qu'on accomplit, parce qu'il y a un but supérieur, et c'est ça aussi ce qui crée les collectifs et du plaisir de travailler. Une cohérence tête, cœur, pied. Voilà. C'est ça. Voilà. Et on est dans les arts aussi, tu vois, c'est l'art de tailler la pierre. Ouais. Et il y a l'âme, effectivement. Et il y a l'âme surtout. Il y a l'âme aussi. Ouais. Alors pour terminer, tous les deux, est-ce que vous avez des actualités que vous voulez partager l'un et l'autre, voilà, qui est à venir ou en cours en ce moment? Je vous laisse la parole si vous voulez mentionner quelque chose de spécifique. Ben là, on fête le premier anniversaire de notre livre, puisqu'il est sorti il y a un an. Donc voilà, on continue à communiquer dessus, à intervenir à droite et à gauche dans des conférences ou dans des séminaires, parce que le livre reste plus d'actualité que jamais. Encore une fois, on le voit quand on regarde autour de nous et quand on entend la fatigue des collaborateurs. Donc ça, c'est pour nous quelque chose qui nous occupe là actuellement et qui va nous occuper dans les semaines qui viennent. Chez Erol, c'est ça? Chez Erol, absolument. Erol. 50 conseils pour retrouver l'énergie au travail. Ouais, c'est ça. Et alors, pour l'actualité, oui, donc il y a ce grand sujet dont on a parlé qui est comment recréer du collectif. Et un autre sujet sur lequel j'interviens aussi, c'est le courage du manager.
En fait, comment effectivement de redonner envie d'avoir de manager en fait. Et donc du coup, c'est à l'intérieur le rôle du dirigeant, le rôle du manager de proximité. Et donc tout ça, c'est un sujet que j'aborde aussi de manière très régulière et qui est mon actualité en ce moment auprès des organisations. Voilà. En tout cas, j'ai été ravi. Moi, je me suis régalé à vous poser des questions, à vous écouter. Je pense que les auditeurs aussi, parce qu'on rentre vraiment dans le cœur des sujets. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette émission. Et en plus, quand j'ai le luxe d'avoir des interviewés comme vous, qui ont ce retour d'expérience et qui vont dans le fond des choses, ben, c'est chouette. Donc, merci beaucoup, Gilon et Denis, pour votre intervention. Merci à toi, Johan. Ça a été aussi, en tout cas, je parle pour moi, un régal d'échanger avec toi. Donc, merci pour cette invitation sur un sujet, tu l'as bien senti, qui nous tient à cœur, qui nous passionne, mais qui est un sujet inépuisable sur le travail. C'est notre quotidien. Donc, on a tous beaucoup de choses à dire, à partager et à ressentir. Le travail vivant. Donc, merci d'avoir rendu visible et vivant ce travail pour lequel, Denis et moi, on est dessus et on le défend, ce travail. On y tient. Et merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes, de nouveaux horizons, de nouvelles visions, de nouvelles personnalités et qui ont toutes en fil conducteur cette volonté de remettre beaucoup plus d'humains dans les organisations. Donc, c'est ce qui nous relie tous, en fait. Donc, merci à tout le monde et encore merci, Denis et Gilon. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Johan. Ouais, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.